Bonjour à tous. Donc, je propose aux personnes ici dans l'Assemblée de prendre place et nous allons commencer la présentation concernant ce premier Museum Talks. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais un peu présenter le concept. Le Museum Talks, c'est une initiative du service de communication du musée. À l'initiative de ce service-là, de cette présentation-là, on a nos collègues Jonas et Eileen qui malheureusement ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Et donc l'idée des Museum Talks, c'est d'avoir une fois par mois une présentation qui se fait, qui est donnée par un scientifique du musée ou éventuellement un collaborateur. Ce sera ouvert également à l'extérieur. Ça peut très bien être un artiste ou des personnes qui ont contribué à l'exposition permanente. Et donc, c'est un événement qui est ouvert au public, aussi bien pour les visiteurs du musée que pour les personnes externes. Et pour ce premier Museum Talks, on m'a demandé de parler de glissement de terrain et du Rift Est-africain. Alors, premièrement, il y a des gens ici qui ne me connaissent peut-être pas. Donc, je suis géographe au musée. Je travaille au département des sciences de la Terre, plus particulièrement dans le service des risques naturels. Et dans notre service, on se focalise essentiellement sur les problèmes liés au volcan et sur les problèmes liés au glissement de terrain. On essaye de connaître la manière avec laquelle ces processus-là se développent en Afrique centrale, mais également on étudie la composante sociétale qui va avec, donc non seulement le processus physique en tant que tel, mais les impacts que ça peut avoir, et donc toutes les notions de vulnérabilité et de risque. Alors, glissement de terrain, pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà au courant de ce que ça signifie. Ici, je vais parler de glissement de terrain en faisant référence au terme anglais général qui parle de landslide. Ce terme est un terme très général qui associe l'ensemble des processus gravitaires qu'on va avoir le long d'une pente. Et ces processus gravitaires, généralement, vont remettre en mouvement les matériaux qu'on a sur la pente. Ça peut être du sol, ça peut être des débris, ça peut être de la roche, ça peut être une montagne qui va s'affaisser, mais ça peut être également du remblai naturel, avec tous les mélanges qu'on peut, du matériau de remblai, avec l'ensemble des mélanges qu'on peut imaginer. Un glissement de terrain a plusieurs causes, à plusieurs facteurs de déclenchement. Bon, on peut très bien avoir des pentes fortes, on peut très bien avoir sur des pentes fortes des pluies importantes ou un tremblement de terre, et là on a un glissement de terrain qui va avoir lieu. En même temps, ce sont avant tout des processus naturels, mais l'impact de l'homme y est souvent associé, notamment dans les régions qu'on va étudier. Imaginez une pente forte relativement stable, vous y avez la déforestation, et le sol qui se retrouve sur ces pentes-là est remis en mouvement sous forme de processus gravitaire. Alors, quelques illustrations. Ici, en fait, on a deux illustrations pour des glissements de terrain qui ont lieu récemment, en 2018. La photo du dessus nous montre des glissements de terrain qui ont lieu au Japon, sur l'île d'Hokkaido, suite à un tremblement de terre. Et la photo du bas nous montre un glissement de terrain qui a eu lieu au Pérou à la suite de la saison des pluies. Donc, sur base de ces deux photos-là, déjà quelques informations. Vous voyez qu'on a des processus qui peuvent être vraiment différents. Sur la photo du dessus, si vous regardez, on voit qu'on a des zones qui sont complètement dénudées de végétation. Ce sont des processus généralement où la pente, quand elle se met en mouvement, va remanier l'ensemble des choses. Et en même temps, vous pouvez voir, notamment, vous avez une vallée assez importante. Je n'ai pas le pointeur, mais vous avez ici cette vallée importante où plusieurs glissements de terrain vont se concentrer sur cette vallée-là. On a vraiment des phénomènes d'écoulement. Ce sont des glissements de terrain qui peuvent être relativement rapides avec l'impact que ça peut avoir. À côté de ça, le glissement de terrain en bas, vous voyez qu'il est relativement important, mais là, vous voyez qu'on a des blocs relativement homogènes dans le glissement de terrain et que la végétation reste stable. Avec ces deux exemples, je vous montre qu'il y a des processus qui peuvent être rapides et qu'il y a des processus qui peuvent être lents. Les processus rapides, imaginez-vous que ça a lieu au niveau d'une montagne, ça peut se déplacer en quelques heures, parfois en quelques minutes même, sur plusieurs kilomètres et avoir des impacts extrêmement importants et notamment être responsable de victimes. Les glissements de terrain plus lents, eux, ne vont pas spécialement créer des victimes, mais imaginez l'impact aussi sur des infrastructures, imaginez une route qui passe à travers ces glissements lents, imaginez l'impact que ça peut avoir sur le long terme. Alors, un concept aussi à avoir à l'esprit qui est important, les glissements de terrain, on parle d'un aléa naturel, même s'ils peuvent être influencés par les activités humaines. Ici, on a des exemples de glissements de terrain. Dans le Rwenzori, c'est une des zones sur lesquelles je vais insister dans la suite de l'exposé. Et ces glissements de terrain-là, bon, ils ont lieu dans le parc national, sur la forêt. Donc, a priori, pas d'impact direct. Et c'est le type de glissement de terrain dont on n'entendra jamais parler quand on va sur place, quand on parle aux localités, aux responsables locaux ou aux responsables d'environnement qui sont dans le monitoring de tout ce qui peut se passer, par exemple, dans le parc. Donc, ça passe généralement inaperçu. On parle également de catastrophes
Donc, si le glissement de terrain a un impact particulier sur la société, mettons, un village est complètement détruit par un glissement de terrain, il est responsable de plusieurs victimes. Généralement, on va l'associer à une catastrophe et c'est ce genre d'événement-là qui va généralement faire la une dans les médias. Donc, on est ici dans des régions, en Afrique particulièrement, où il n'y a pas beaucoup de données. Et donc, généralement, les informations qu'on va pouvoir avoir des médias, c'est généralement des informations de ce type catastrophe. Maintenant, voici un exemple d'un glissement de terrain aux États-Unis, où là, on peut dire que c'est relativement lié à une catastrophe. Vous voyez la forme d'un glissement de terrain. Donc, si vous voyez ceci, vous voyez vraiment une forme ici d'un glissement de terrain, et vous voyez vraiment toute cette zone-ci qui a été remise en étude. Là, ça s'est passé en quelques minutes, plus de 15 morts sur cette zone-là. Donc, on parle clairement de catastrophe. Maintenant, les glissements de terrain au-dessus, ils n'ont pas un impact direct, mais eux aussi sont très importants. Pensez simplement à l'impact indirect. Bon, perte de forêt, perte de sol fertile. Ces sédiments-là arrivent dans une rivière, ils vont éventuellement modifier la dynamique de la rivière, polluer la rivière, perte en biodiversité, et ainsi de suite. Donc on a vraiment des notions d'impact direct, victime, et impact indirect sur le long terme, dégradation de l'environnement. Alors cette image-ci peut paraître un peu particulière, c'est une image satellitaire, elle a été traitée d'une certaine manière où la végétation apparaît en rouge, mais maintenant ce que je vous invite à regarder, c'est de nouveau cette zone-ci. Donc c'est le glissement précédent, catastrophique, dont je vous ai parlé. Si je reviens en arrière, voilà la zone ici. Et là, c'est une image prise quelques années avant. On voit déjà que le glissement de terrain est là, mais on voit que la catastrophe n'a pas encore eu lieu. Maintenant, si vous avez une idée un peu de comment se comportent les glissements de terrain, vous verrez que ce glissement de terrain-là se trouve dans ce grand glissement de terrain-ci. Et donc, tout ça pour montrer que, clairement, la communauté qui s'est installée là, on est entre San Francisco et Los Angeles, face à l'océan Pacifique. Donc, ce sont des quartiers qui sont relativement bien nantis. Les gens, là, se sont installés, ont construit ces résidences et n'étaient absolument pas au courant des dangers potentiels liés au glissement de terrain. Avec ça, je veux vous montrer que même dans des régions comme aux États-Unis, ici en Californie, c'est un danger qui est généralement sous-estimé. Donc, il y a encore très peu de régions dans le monde qui sont étudiées sur les glissements de terrain, à peine plus ou moins 1% des territoires susceptibles au glissement de terrain qui ont été analysés jusqu'à présent. Alors, vous venez d'avoir des exemples aux États-Unis, au Japon, au Pérou, et donc on connaît de manière générale les paramètres qui sont associés au glissement de terrain. Pente forte, précipitation, tremblement de terre, lithologie particulière. Et sur base de ça, au niveau global, on peut estimer des cartes de potentiel de glissement de terrain. Quels sont les lieux au monde où on a le plus de chances d'avoir de glissements de terrain? Et ici, c'est un modèle qui est présenté par des collègues de la NASA avec lesquels nous travaillons. Et donc, il montre clairement la partie ouest des États-Unis, les Andes, l'Himalaya, et montre également que certaines zones ressortent plus claires en Afrique. Et donc, c'est ces zones-là qui vont nous intéresser, et notamment la zone du rift africain. Donc, vous voyez qu'on a sur cette carte-ci, toute cette structure-ci dominante en Afrique de l'Est qui nous présente des zones où potentiellement on a plus de glissements de terrain dans la région. Alors, je vous parle du rift est-africain. Pourquoi y a-t-il des glissements de terrain dedans? C'est une région de montagne. C'est une région qui est tectoniquement active, donc qui a des topographies relativement récentes et des pentes relativement fortes. Donc, on a déjà des éléments à la fois qui vont favoriser les glissements de terrain et qui vont éventuellement les déclencher. En plus de ça, on se trouve dans un climat tropical. Donc, qui dit climat tropical ici? Climat tropical humide. Notre zone d'intérêt, elle est surlignée en rouge. On a des précipitations qui sont facilement, en total annuel, le double de ce qu'on peut avoir ici à Tervuren. On a des régions, on a des précipitations de 5 à 6 mètres par an. En plus, climat tropical veut dire, dans ce cas-ci, saison sèche et saison humide. Donc on a beaucoup plus de précipitations, mais qui vont apparaître sur des données relativement plus courtes de ce qu'on peut avoir. Donc précipitations très intenses, et en même temps, le type de climat qu'on a en Afrique tropicale, on a des climats avec énormément de cellules orageuses. Donc là, on peut avoir dans un endroit très localisé des quantités phénoménales de pluie qui arrivent et qui vont être particulièrement catastrophiques. Alors que quelques kilomètres plus loin, on n'aura absolument aucune pluie et on ne sera pas au courant de ce qui peut se passer dans le village voisin. Donc voilà les raisons qui nous amènent à comprendre la logique régionale des glissements de terrain dans la partie est de l'Afrique.
Alors, j'ai repris ici deux figures. La première figure sur la gauche représente ces contraintes, on va dire, liées à la tectonique et qui mettent en avant le rôle de la sismicité. Et sur la droite, ici, c'est une couverture, c'est une vue composée d'images satellitaires, simplement reprise sur Google Earth. C'est pour vous repérer les éléments sur lesquels on va travailler. Donc, on a toute cette bande-ci, ça c'est la bande ouest, la branche ouest du rift est-africain, avec l'ensemble des grands lacs, le lac Tanganyika, sur lequel on va revenir par après, le lac Kivu et le Rwenzori qui se trouve ici. Et là, pour information, ce grand endroit-ci, c'est le lac Victoria. En faisant un zoom dans cette région-là, on voit qu'on est à la frontière de plusieurs pays. Donc, à l'ouest, on a le Congo. À l'est, on va avoir l'Ouganda, on va avoir le Rwanda, on va avoir le Burundi. Et donc, vous allez voir aussi l'importance d'avoir ces différents pays, ces différentes frontières, sur la compréhension et l'étude des glissements de terrain dans la région. Alors, voici une vue un peu plus en 3D. Donc, dans le bas de la photo, on est ici au niveau du lac Tanganyika. Et donc, je vais faire un parcours un peu photographique qui va vous amener du lac Tanganyika jusqu'au Rwenzori. Pour vous donner une idée du relief, là, on est plus ou moins à 700 mètres d'altitude au niveau du lac Tanganyika. On va monter ici au niveau du lac Kivu, puis 700 mètres plus haut, à 1400 mètres. Donc là, sur 100 mètres, on a un dénivelé de 700 mètres. Donc, quand on regarde la Meuse, quand elle sort de Belgique à Liège, elle est à 60 mètres d'altitude. Il faut encore près de 200 km pour arriver au niveau de la mer. Donc là, on a des dénivelés et des dynamiques beaucoup plus importants. Ensuite, après le lac Kivu, vous avez un énorme barrage qui s'est créé dans le rift. Ce sont les volcans récents des Virunga. Et puis plus en amont, là on passe dans le bassin versant du Nil, plus vers le nord, et on a cette montagne-ci particulièrement importante, le Rwenzori, qui est une montagne particulière dans ce sens où elle est vraiment très pentue. Donc on a une différence d'altitude de 4000 mètres sur quelques kilomètres. On est dans la plaine et puis on a vraiment un pic qui arrive là-bas. Et donc ce sont les zones ici sur lesquelles on a travaillé au cours des 5 dernières années et sur lesquelles on a des résultats par rapport à l'étude des glissements de terrain. Alors je commence avec une belle vue du lac Tanganyika. La photo est prise du Burundi et à l'arrière-plan, on a le Congo. Vous voyez vraiment ces structures linéaires du lac, la montagne dans le fond. On a des dénivelés de plus de 2000 mètres et ces structures linéaires sont vraiment liées à la tectonique. Donc on est ici le long de plusieurs failles sur lesquelles se développent de très grands glissements de terrain, d'un point de vue purement naturel. Je remonte un peu vers le nord, j'arrive à la fin du lac Tanganyika. Donc, dans le fond de l'image, vous voyez la partie nord du lac Tanganyika. Là, on est dans une niveau d'une plaine, c'est la rivière Ruzizi. Cette rivière-là fait la connexion entre le lac Kivu et le lac Tanganyika. Vous voyez ici la ville de Bujumbura, qui est une ville d'environ 1 million d'habitants. Et chose intéressante, les gens, généralement, ont tendance à migrer sur les collines. Et généralement, c'est les personnes les plus nanties qui vont aller sur les collines. On est à une altitude un peu plus élevée, il y fait un peu meilleur, il y a un peu moins de moustiques. Le problème, c'est, comme vous pouvez le voir ici, vous avez notamment la présence d'un bel hôtel qui se trouve là. Et regardez juste ici devant l'ensemble des glissements de terrain ou des glissements de terrain que vous avez alentour. Donc voilà une problématique assez intéressante où, on va dire, les gens les plus nantis, censés être les plus informés, vont s'installer sur les zones à problème dans la ville de Bujumbura. On quitte maintenant la plaine de la Ruzizi, on remonte, on arrive près du lac Kivu, et voici ici les gorges de la Ruzizi. Vous voyez un paysage là complètement différent. On a des rapides, on a des pentes très fortes, et regardez également la manière avec laquelle ces pentes sont cultivées. Donc on est parfois sur des pentes qui font 70%, et elles sont toujours cultivées. Donc par rapport à nos références ici en Europe, on est dans l'irrationnel complet. Ces pentes-là, souvent, ont été déforestées par le passé. Et donc, vous retrouvez éventuellement toute une série de glissements de terrain. Dans le paysage ici, vous voyez plusieurs cicatrices. Et vous voyez clairement, là où il n'y a pas de végétation, on est en présence de glissements de terrain. Ce qui est intéressant, c'est que la rivière ici fait la frontière naturelle entre le Congo, c'est d'où j'ai pris la photo, et le Rwanda à l'arrière-plan. On continue sur la Ruzizi. On arrive vraiment à la partie amont des gorges, donc à l'exutoire du lac Kivu. Et là, vous retrouvez cette cicatrice-ci. On ne voit plus la rivière, mais voilà ici, cette cicatrice-ci représente la gorge. On est au Rwanda. On a une densité de population relativement faible, toujours dans un contexte d'exploitation agricole. Et de l'autre côté, on se retrouve avec la ville de Bukavu, une ville qui, dans les années 50, était construite pour accueillir quelques dizaines de milliers d'habitants et qui, maintenant, accueille pratiquement 1 million d'habitants.
Et donc, on voit clairement ici, on est au niveau d'une frontière politique avec une concentration de population d'un côté, et vous savez probablement tous qu'au Congo, à l'heure actuelle, il y a assez bien de conflits dans la région, notamment, qui ont poussé, au cours des dernières décennies, les populations des montagnes et des campagnes environnantes à se concentrer sur la ville. Vous allez voir que ça a aussi un impact sur la problématique liée au glissement de terrain. Voilà un exemple d'un quartier de Bukavu, relativement récent. Il n'est pas encore très densément peuplé, mais voyez les pentes sur lesquelles les gens construisent leurs maisons, et ce sont des pentes qui sont très sensibles ici au problème de glissement de terrain. On quitte Bukavu, on remonte le long du lac Kivu. Voici le type de paysage qu'on peut avoir le long du lac Kivu, côté congolais. Donc, de nouveau, des montagnes qui parfois peuvent avoir un relief de 2 à 3 000 mètres par rapport au niveau du lac. Des escarpements très prononcés, mais déjà une densité de population moins importante. Là, un paysage du Rwanda. Donc, le Rwanda, c'est quand même le pays des 1000 collines. Donc, si vous allez dans cette partie occidentale du pays, vous avez un paysage qui est constamment cultivé. Ça va du fond des vallées jusqu'au sommet des montagnes. Et il y a vraiment, à l'exception de certaines montagnes, ici comme le mont Karisimbi, qui est la plus haute des montagnes, le plus haut des volcans des Virunga, qui sont restés à l'état naturel. C'est notamment le parc où vous pouvez aller voir les gorilles qui se trouvent là-bas. Et puis une image par rapport au Rwenzori. Donc le Rwenzori est une montagne qui culmine à plus de 5000 mètres. Il y a des glaciers. C'est dans la partie naturelle de cette montagne. Nous ne l'avons pas étudié. Ici, nous avons étudié les parties plus ou moins à la base de la montagne qui sont fortement influencées par l'anthropisation. Et donc là, ça vous donne ici une idée de nouveau de l'énergie du relief. Vraiment, dans le fond de la photo, on retrouve la plaine. Et vous voyez, on a pratiquement 2000 mètres de dénivelé sur lesquels les gens s'installent et sur lesquels les gens cultivent. Donc voici un peu pour le contexte général. Alors certains pourraient éventuellement essayer de faire le lien avec l'exposition. Ici, c'est une des vitrines qu'on a dans la salle ressources. Et sur cette vitrine-là, vous avez vraiment l'ensemble de la maquette que je vais vous présenter. Donc vous avez ici la partie nord du lac Tanganyika. Vous montez progressivement vers le lac Kivu. Vous avez le Virunga, avec ici la photo d'Inagondo au pied duquel se trouve la ville de Goma. Et puis plus haut, le lac Édouard et enfin le Rwenzori. Et vous voyez que sur cette photo-ci, vous avez l'aspect volcan qui est traité, mais également l'aspect glissement de terrain qui est abordé. Alors, je reviens sur les glissements de terrain. Voici un zoom sur le modèle global qui a été effectué sur le potentiel au glissement de terrain, avec clairement, vous voyez, l'ensemble des paysages qu'on vient de parcourir sont extrêmement sensibles, même au niveau mondial, d'un point de vue glissement de terrain. Voici quelques exemples. Alors là, c'est un exemple typique d'une cellule orageuse. Donc, ayez en tête l'image que je vous ai montrée. Donc, sur quelques kilomètres carrés, d'énormes pluies. Et là, c'est un événement qui a lieu en 2014. Plus de 1000 glissements de terrain ont été déclenchés en quelques heures sur la région. Alors, vous les voyez, ils sont relativement petits. Il n'y a pas de végétation dessus. Donc, ça veut dire que ce sont des glissements de type coulée. Et ces sédiments-là ont coulé dans les vallées pour former ce qu'on appelle des coulées de débris. Donc, vous devinez ici des coulées de débris qui peuvent se déplacer à pratiquement des vitesses égales à des vitesses de rivière. Voilà ce qu'on peut trouver à l'aval d'une coulée de débris. Là, vous allez dire, bon, a priori, pas trop de dégâts. Voilà ce qu'on retrouve juste à l'aval de cette coulée de débris, donc le village qui a été directement impacté. Alors, ce qui est intéressant, c'est une photo ici prise quelques jours après les événements, en 2014. Vous voyez qu'il n'y a absolument pas de végétation sur les matériaux qui ont été transportés par la coulée de débris. Par contre, là, une photo qui a été prise moins d'un an après, vous voyez déjà la végétation, la manière avec laquelle elle a grandi. Donc, c'est aussi un paramètre très important dans la région, c'est que cette végétation-là va reprendre très vite le dessus. Et donc, on a des événements catastrophiques qui, après quelques années, ne sont plus du tout visibles quand on va sur le terrain. Et étant donné qu'il n'y a pas cette politique locale d'enregistrer ces événements, il y a très peu de connaissances sur le long terme de ce type de catastrophes qui ont lieu dans la région. Et donc, c'est aussi une de nos activités, c'est d'essayer de retrouver le plus possible ce type d'événements pour pouvoir les prédire de manière les plus correctes. Voici un autre glissement de terrain. C'est un glissement de terrain qui a été déclenché par des pluies dans la banlieue de Bujumbura. Vous voyez pour l'échelle la route au sommet avec les voitures. Et donc là, clairement, par rapport au glissement de terrain précédent,
Ces glissements de terrain-là sont peu profonds et donc éventuellement vont répondre à une végétation différente. Ici, regardez la taille de la voiture, regardez la hauteur de l'escarpement du glissement. On est clairement dans des glissements de terrain qui vont être nettement moins influencés par la végétation. Par contre, il faut être prudent. C'est un glissement relativement profond. La route à l'amont a éventuellement changé tout le système de drainage, et donc éventuellement beaucoup plus d'eau a été apportée sur cette pente-là. Et en même temps, vous ne voyez pas la rivière, mais beaucoup de rivières dans la région sont constamment exploitées pour des matériaux de construction. Et donc, ça remet en péril l'érosion des rivières, qui vont redéstabiliser les pentes. Donc c'est un glissement a priori déclenché de manière naturelle, mais qui éventuellement est lié à l'anthropisation de la région. Ici, une autre photo que vous avez déjà vue, le long du lac Kivu. Donc maintenant, je suppose que vous avez tous repéré les glissements de terrain qui y sont associés. Si vous ne les avez pas vus, voilà où ils sont. Les flèches indiquent les têtes de glissements de terrain. Donc là, on a carrément des montagnes qui se sont effondrés. Ces glissements font partie du paysage. Ce sont des glissements qui sont présents depuis plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc là, on a du mal à les repérer en tant que tels, comme étant des mouvements relativement actifs. Vous allez voir aussi qu'on a des techniques pour essayer d'étudier, parce que la majorité de ces grands glissements de terrain-là sont toujours instables d'une certaine manière. Parfois, ce sont des déplacements qui font quelques millimètres par an, quelques centimètres par an. Mais imaginez ce bâtiment-ci, la moitié du bâtiment est construit sur une pente qui bouge de quelques millimètres. Imaginez les conséquences que ça peut avoir. Alors, on est dans une région où il y a beaucoup de glissements de terrain. Ça confirme clairement la vue à l'échelle mondiale de ces modèles de prédiction de glissements de terrain. Maintenant, voilà l'état de l'art des études qui ont été réalisées sur les glissements de terrain dans la région quelques années avant nos travaux ici au musée. Alors, il y a déjà eu des travaux qui ont été réalisés par mon prédécesseur, Jan Moyersons. Ici, c'est une étude en particulier sur les glissements de terrain et le climat. On voit que le climat est très important dans la région par rapport aux glissements de terrain, et on voit qu'au niveau international, aucune étude n'avait été effectuée à l'époque dans la région. Autre étude qu'on a faite, ici, c'est simplement repérer l'ensemble des études dans la littérature internationale liées aux glissements de terrain dans les pays du Sud. Et donc, regardez pour la région africaine qui nous concerne, quelques études, maximum 10-15 études ont été réalisées, alors que des pays, par exemple, comme l'Inde ou le Brésil, ont des centaines d'études qui ont été réalisées pour des territoires qui sont en taille relativement similaire. Après, la figure du dessous, elle nous montre les études qui ont pris en compte les aspects sociétaux dans les glissements de terrain. Et là, on se retrouve à peine avec peut-être 10 études pour l'ensemble de l'Afrique. Ici, il s'agit d'une base de données qui est réalisée par nos collègues de la NASA. Il s'agit de la base de données actuelle la plus complète en termes d'événements de glissement de terrain, c'est-à-dire de processus qui sont particulièrement localisés et qui sont bien datés. C'est la base de données qui a été mise en service il y a quelques années d'ici. Et donc, regardez, pour la région qui nous intéresse, on a seulement plus ou moins 10 glissements de terrain qui sont localisés pour un territoire qui, je rappelle, fait plus ou moins 2 fois la Belgique. Donc, ce que je veux montrer ici, c'est qu'on a des glissements de terrain, mais il y a très peu d'études qui ont été faites. Et donc, on pourrait éventuellement être tenté de dire que, ben oui, les glissements de terrain-là n'ont peut-être pas vraiment un impact important, ils n'ont pas d'impact, ce n'est pas une zone prioritaire. Maintenant, ici, je vous présente la carte de densité de population pour le continent africain. Et la zone d'étude qui nous intéresse, c'est dans le rectangle vert. On voit que là, on a des densités de population qui sont fréquemment supérieures à 500 habitants au kilomètre carré. Donc des densités de population qui sont nettement supérieures à ce qu'on a ici en Belgique en moyenne. Et on est sur un territoire qui a plus ou moins 20 millions d'habitants, très pauvres, donc des populations qui sont potentiellement beaucoup plus vulnérables par rapport à ces problèmes de glissement de terrain. Donc c'est vraiment le contexte de notre étude. Il y a des glissements de terrain, il n'y a pas de connaissances et il y a énormément d'impact. Alors, je vous ai dit, c'est un territoire qui fait plus ou moins 2 fois la Belgique, donc c'est un peu comme si on travaillait à l'échelle des Alpes. Et donc, vous arrivez là, vous n'avez pas de données, l'accès au terrain est relativement difficile, et les méthodes traditionnelles d'études satellitaires sont parfois mises en péril en raison, justement, de ce côté tropical du climat et de la couverture nuageuse importante. Et donc, on est dans ce contexte-là, et ce qu'on veut savoir, simplement, déjà, quel type de glissement de terrain avons-nous? Où se trouve-t-il? Quand ont-ils lieu? Et simplement où et quand dans le passé, mais où et quand aussi dans le futur. Donc on va essayer de regarder ce qui s'est passé pour essayer de mieux prédire ces aléas. On doit connaître l'environnement,
Donc, il y a un environnement naturel, il y a un environnement dynamique lié aux activités humaines. Et donc, forcément, essayer de voir aussi quelle est l'influence de l'homme dans l'ensemble de ces processus. Pour les méthodes, on n'a pas une seule méthode. On doit essayer de combiner les différentes méthodes, à la fois des images satellitaires, aller sur le terrain, regarder les archives. Il y a beaucoup de données aussi qui sont parfois générées localement par des étudiants qui travaillent dans les universités, des rapports, mais essayer de mettre en place des réseaux de mesure, des réseaux d'observation, impliquer les citoyens, donc aussi bien les académiques avec qui on travaille, avec qui on collabore de manière tout à fait normale dans un cadre de recherche, mais également de plus en plus de citoyens dans leur communauté sont sensibilisés au problème, et je vous montrerai des exemples où ils vont rechercher par eux-mêmes des informations qui peuvent être utiles pour la prédiction. Et bien sûr, des études relativement empiriques, mais des études poussées en modélisation et en analyse statistique. On travaille à différentes échelles, parfois à échelle régionale, parfois on ne travaille que sur 1 ou 2 km². Tout dépend un peu des priorités et des processus que l'on juge pertinents dans notre approche. Alors, au niveau régional, donc, il y a quelques slides ici, je vous ai montré, quand on a commencé notre étude, on avait seulement une dizaine d'événements localisés et datés dans la région. Dans le cadre de la thèse de doctorat d'Elise Mansur, ce qui est ici, dans l'audience, elle a pu récolter pratiquement 200 informations dans cette région-là. Et donc, c'est déjà une très grosse amélioration par rapport aux connaissances de départ. Je vous donne ici un exemple d'un glissement de terrain qui est dans la base de données. Et donc, vous imaginez bien que ce type de coulée de débris a un impact direct sur les communautés. Et donc là, généralement, on les retrouve au minimum dans les médias locaux ou éventuellement, c'est aussi mis en avant par la protection civile avec laquelle on travaille. Et donc, ce premier inventaire nous donne une première information d'un point de vue processus. On voit que dans cet inventaire-là, la très grande majorité des glissements de terrain récents sont liés aux précipitations. Donc les tremblements de terre ont certainement un rôle sur le long terme de l'évolution du paysage, mais dans le quotidien, ce sont surtout les précipitations qui sont problématiques. D'où notre intérêt dans la suite de l'exposé de se focaliser plutôt sur les contraintes liées au climat. Alors vous avez 2 informations. Les informations qui sont présentées dans les barres, ce sont le nombre de glissements de terrain qui ont été identifiés pour chaque mois de l'année. Et ce que vous allez voir qu'à partir du mois de septembre, on a progressivement un nombre de plus en plus élevé de glissements identifiés jusqu'au mois de mai. Après le mois de mai, soudainement, juin, juillet, août, pratiquement plus rien. À côté de ça, vous avez cette courbe-ci qui représente les précipitations. Et donc là, on voit qu'au moment où on a 9 mois de pluie, et plus il pleut, plus on va se retrouver avec des pentes qui vont être gorgées d'eau, et donc qui potentiellement sont susceptibles au glissement de terrain. Ce qui est intéressant, c'est que les pluies les plus importantes ont lieu à ce moment-ci, mais c'est pratiquement 2 mois après que les glissements de terrain vont avoir lieu. Donc on voit qu'une fois que les pluies ont gorgé d'eau l'ensemble des pentes, quelques semaines après, on peut très bien avoir un événement pluvieux de moindre importance qui, lui, va être suffisant pour déclencher un glissement de terrain. Et puis on arrive à la saison sèche, et là, on voit qu'on n'a pratiquement plus d'impact de glissement de terrain. Donc c'est une première information régionale très importante sur la manière avec laquelle se présentent ces processus. Alors après, on est allé sur différents sites, où là on est allé sur le terrain notamment. Et donc je vais vous présenter d'abord cette région-ci du Rwenzori, qui se trouve dans la partie nord. On a travaillé sur toute la bande ici autour du Rwenzori en Ouganda qui est habitée. Et puis alors, dans cette région-ci, on a travaillé à l'échelle régionale pour constituer des inventaires sur base d'imagerie satellitaire. Et également, je vais vous présenter des travaux qui se concentrent exactement ici sur la région de Bukavu et des gorges de la Ruzizi. Alors, le Rwenzori, je l'ai déjà dit, culmine à près de 5000 mètres, 4000 mètres de dénivelé. Imaginez une montagne qui fait la taille de la moitié de la Belgique. Vous êtes là devant, vous n'avez pas le temps de pouvoir marcher sur l'ensemble du territoire de cette montagne-là, souvent avec des routes assez inaccessibles, donc on est obligé d'aller sur des zones ciblées pour faire du terrain. Deuxième problème, les couvertures nuageuses, ils sont très importantes, peu d'images satellitaires, la végétation regrandit très vite, donc très peu de glissements de terrain sont visibles, donc on a pratiquement collecté toute l'information en allant sur le terrain. Il n'était pas possible, sur base de méthodes satellitaires classiques, d'aller étudier les glissements de terrain là-bas. Voilà le type de glissement de terrain qu'on a pu observer. Vous avez déjà vu quelques photos, des processus très variés. On en a cartographié pratiquement 1000 dans la région. Sur base de ces glissements de terrain-là, on a pu essayer de comprendre la manière avec laquelle ils se sont mis en place. Certains sont liés à les pluies, certains éventuellement sont liés à l'anthropisation. Et ici, j'insiste sur un exemple assez particulier
Donc ici, on a eu des crues, ce qu'on appelle des crues éclairs. Donc ce sont des crues qui peuvent avoir, notamment dans les régions méditerranéennes, c'est très fréquent à cette période-ci de l'année, où en quelques heures, on a vraiment des crues très dévastatrices qui sont mises en place. Et là, on a pu se rendre compte que ces crues-là n'étaient pas associées à des pluies importantes, mais étaient associées à une espèce de changement de l'environnement qui a amené ce problème de crue. On a eu des feux de forêt qui, forcément, ont modifié les conditions d'infiltration, qui, elles, ont modifié la manière avec laquelle les rivières vont répondre à l'environnement. Ces rivières-là ont érodé les pentes, ont créé des glissements de terrain, et ces glissements de terrain-là ont contribué à la mise en place des crues éclairs. Donc aussi pour vous associer que les glissements de terrain se trouvent aussi dans des processus parfois avec d'autres conséquences, non pas des impacts directs sur les populations, ou des impacts plus ou moins sur le long terme sur la dégradation de l'environnement, mais également peuvent être liés à d'autres conséquences. Sur base de ces informations-là, on a pu établir des cartes de potentiel de glissement de terrain. Donc la figure que vous avez à gauche, c'est exactement un modèle similaire au premier modèle que je vous ai montré au niveau global. À l'échelle globale, on va dire que l'ensemble de la montagne est particulièrement sensible au glissement de terrain. Maintenant, dans la pratique, l'intérêt, c'est d'identifier de manière plus précise les pentes qui sont réellement problématiques, des pentes qui le sont moins. Donc, on a pu mettre en avant les zones les plus susceptibles au glissement de terrain dans cette région-là. On l'a combiné à des cartes de densité de population et on arrive à une première approche qui nous permet d'estimer les sous-districts ou les paroisses qui sont les plus menacées par les glissements de terrain. C'est un premier type de document qui est intéressant pour la gestion locale des risques et pour pouvoir également cibler les zones à intervention prioritaire. Maintenant, je repasse au sud de la zone d'étude, sur la région du lac Kivu et du lac Tanganyika. Là, on a une zone qui est beaucoup plus grande, où la végétation grandit un peu moins rapidement, où les précipitations sont un peu moins nombreuses. Donc, on a pu utiliser plus facilement des images satellitaires. C'est un inventaire qui a été fait par mon collègue Arthur Depicker, qui est également ici dans la salle. Et cet inventaire-là, vous avez des exemples sur Google. On peut cartographier facilement des glissements de terrain. Voici les glissements de terrain qui ont été cartographiés. Chaque point représente un glissement de terrain. On a près de 8 à 9 000 glissements de terrain qui sont cartographiés maintenant dans la région. Et ces glissements de terrain-là, on a pu en valider plusieurs centaines. Voici des exemples de glissements de terrain qu'on a pu valider. Donc de nouveau, là, on est au Rwanda pour la validation, et vous voyez la variation, le type de processus. On a vraiment des affaissements de montagne, des blocs, parfois des glissements de terrain qui sont relativement peu profonds, ou également ces glissements de terrain de type poulet très rapides, qui, dans le cas particulier, sont à l'origine de plus ou moins une vingtaine de victimes. Ce qu'on a regardé aussi, c'était les glissements d'origine anthropique. Et donc, on a l'exemple de la figure 1 qui nous montre des remblais. Donc, on est dans les montagnes. Les routes sont généralement construites sans vraiment prendre en compte ces contraintes liées à l'environnement. On a des remblais qui peuvent être mis un peu partout. Ces remblais-là se remettent en mouvement et recréent un aléa qui n'était pas présent au départ. On a également sur la photo B des activités minières qui, elles, vont contribuer à des glissements de terrain. En activité C, on a une remodification du paysage avec un système de terrasses. Les terrasses, c'est un élément extrêmement intéressant pour cultiver et pour éviter l'érosion des sols, mais on va influencer l'infiltration des pentes. Généralement, on va augmenter l'infiltration des pentes, et donc on évite l'érosion, mais on accentue le problème des glissements de terrain. Et puis, l'exploitation des rivières en D. Donc, très souvent, les matériaux des rivières sont exploités. Elles sont en réincision. Les berges commencent à s'effondrer. Et puis, l'exemple E, typique, la route est creusée, des pentes sont plus fortes et il y a des éboulements qui se font le long des routes. Donc, voilà un peu une des problématiques, glissement de terrain naturel, glissement de terrain anthropique. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois du rôle lié à la présence de la forêt et donc à la disparition de la forêt dans la région. Maintenant, en pratique, on sait que ça a une influence. En théorie, partout, on va nous dire que ça a une influence, mais ça n'avait encore jamais été démontré. Et donc ici, on a démontré dans la région. Et donc voici un exemple du rôle de la déforestation. Donc voici un versant qui, en 2003, est parfaitement couvert de forêt. On commence une déforestation en 2014. Et si vous regardez en 2017, on voit que certaines parties dont la forêt a été coupée
on voit une végétation qui regrandit, mais vous retrouvez également toute une série de petites taches ici. C'est un ensemble de glissements de terrain. Donc là, on a un exemple ici, particulièrement intéressant, sur le rôle de la déforestation, et puis, au fil des années, de la mise en péril de cette stabilité de versant. Et donc, sur base de ça, avec plusieurs milliers de glissements de terrain, on a pu montrer qu'il y avait le rôle de la déforestation était important dans la mise en place de glissements de terrain peu profonds. Donc ce graphe-ci n'est pas très compliqué à comprendre. Donc d'un côté, vous avez les pentes, et ici, vous avez la fréquence des glissements de terrain. Donc en gros, ce que ça vous dit, plus les pentes sont fortes, plus on a de glissements de terrain. Donc là, ça paraît logique. Vous avez trois couleurs. Couleur en forêt, couleur de zone cultivée depuis longtemps, et en rouge des zones qui ont connu la déforestation au cours des dernières années. Que voyez-vous, c'est que pour les zones de forêt et les zones cultivées depuis plusieurs décennies, on voit qu'on a une augmentation relativement symétrique du nombre de glissements de terrain avec la pente. Par contre, quand on arrive à des pentes sur les zones en déforestation, on voit qu'on a clairement jusqu'à 3 à 4 fois plus d'activité de glissement de terrain. Donc ça, c'est une première réponse qu'on peut adresser aux personnes avec qui on travaille, aux stakeholders, en leur disant, ben voilà, il y a clairement un impact de la déforestation sur un type particulier de glissement de terrain. J'arrive ici à un autre type de glissement de terrain. C'est la photo qui a été utilisée pour l'annonce du Museum Talks. Donc ici, il s'agit du glissement, on parle d'Ikoma, c'est le nom du village dans lequel, de la localité dans laquelle se trouve ce glissement de terrain. Maintenant, si je vous parle de déforestation et de glissement de terrain, regardez la taille des arbres, regardez la taille de l'escarpement, vous allez bien comprendre que forêt ou pas forêt, ça n'a aucune influence sur ce type de glissement de terrain. Donc là, on a clairement un glissement de terrain en zone agricole qui est d'origine purement naturelle. Et ce glissement de terrain-ci est particulièrement important. C'est déjà un glissement de terrain assez important. Il fait moins d'1 km², mais il est déjà relativement grand. Il faut savoir qu'on a cartographié des glissements qui font jusqu'à 50 km² dans la région. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ce glissement de terrain-ci s'est formé il y a seulement quelques années, du moins les phases les plus importantes. Donc on a été témoin de la manière avec laquelle ce type de glissement de terrain-là s'est formé, sachant qu'on en a beaucoup d'autres dans la région qui ont certainement plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc là, c'est l'étude de notre collègue Antoine Dill qui l'a étudié en détail. Alors, on est allé sur le terrain. Si vous regardez sur cette zone-ci, vous voyez ici un regroupement de personnes. En fait, simplement, c'est ce regroupement-là. Donc, on va sur le glissement de terrain et la première chose, on y fait un vol avec des drones, tout simplement pour avoir une acquisition à très haute résolution de la topographie, des détails, des images, pour essayer de cartographier toute la morphologie du glissement de terrain. Ça, c'est une acquisition actuelle, pour essayer de mieux caractériser le processus. Cette caractérisation, elle est associée à d'autres images, donc à toute une série d'images satellitaires. Et donc, vous voyez les couleurs ici qui nous montrent l'extension du glissement de terrain. Là, c'est le glissement de terrain tel qu'il était en rouge dans les années 50. Et bien, la taille du glissement de terrain actuel. En parenthèse, pour retrouver cette information à la fin des années 50, on utilise les photographies aériennes qu'on a ici au musée, donc qui représentent vraiment une archive qui est particulièrement intéressante pour la compréhension et l'étude de ces processus sur le long terme. Et en fait, que montre-t-on? On montre tout simplement pour ce glissement de terrain-là, qui n'est pas lié à des pluies importantes, qui n'est pas lié à des tremblements de terre, c'est simplement l'évolution naturelle de la pente et l'altération naturelle de la pente. Et là aussi, c'est super important dans l'idée de prédire les glissements de terrain, parce que généralement, on va essayer d'associer glissement de terrain au climat, glissement de terrain à la présence de failles. On va faire des scénarios d'aléas et de prédiction, mais on doit prendre en compte aussi le fait que de manière purement, on va dire, naturelle, sur le long terme, les pentes sont aussi instables. C'est un glissement profond qui est purement d'origine naturelle. Maintenant, on se rapproche de Bukavu. Donc là, de nouveau, on a un glissement de terrain. Mais vous voyez déjà ici, il est érodé en partie. Il y a une zone plus récente d'activation. Il y a une rivière au pied. Et vous voyez ici une mise en décharge à l'amont, avec une route qui passe là. Donc de nouveau, en regardant les photographies aériennes, on a pu constater que ce glissement de terrain-là est bien là avant le développement de la ville. C'est un glissement purement d'origine naturelle. Par contre, sa remise en mouvement depuis les 25 dernières années est liée à une combinaison de phénomènes
naturels et de phénomènes anthropiques. Construction de routes, mauvais drainage, fuite de canalisation d'eau, exploitation des matériaux de la rivière, déforestation du glissement de terrain. Donc, à partir de 1995, à la suite du génocide rwandais, il y a un camp de réfugiés qui se met sur le glissement de terrain à l'époque. Et donc, l'ensemble de ces différentes contraintes-là explique la remise en mouvement du glissement de terrain. Alors, dans la logique de la ville de Bukavu, je vous ai déjà montré des photos de la densité de l'habitation, la manière avec laquelle la ville grandit sur des pentes instables. Et simplement, ici, une étude, de nouveau, sur base des photographies aériennes par nos collègues de Bukavu, qui a été faite par nos collègues de Bukavu, montre clairement, voici la rivière Ruzizi, les gorges en particulier. Vous voyez les taches vert foncé, c'est la présence de forêt. Ce qui est rouge, ce sont les zones urbaines. Voilà la situation en 2018. Vous voyez qu'il n'y a déjà pratiquement pas de forêt à l'époque, donc il n'y a pas vraiment de déforestation. Mais vous voyez la tache urbaine ici, la manière avec laquelle la ville est en train de s'étendre. On fait la cartographie des glissements de terrain. Voici les grands glissements de terrain qu'on peut trouver le long des gorges. Ces glissements de terrain-là ont des milliers d'années. Donc on a clairement une croissance de la ville qui se fait sans prendre en compte l'ensemble des contraintes naturelles. Et donc voici une vue de la ville de Bukavu. Je suppose que vous avez tous repéré le glissement de terrain dedans. Si vous ne l'avez pas repéré, le voici un peu plus en détail. On parle ici du glissement de terrain de Funu, c'est le nom d'un quartier de la ville de Bukavu. Pour vous donner une idée de la dimension du glissement, il fait 1,5 km², il fait 400 mètres de dénivelé, et la taille de l'escarpement ici, c'est plus ou moins 100 mètres. Et sur ce glissement de terrain-là, on a 80 000 habitants. Donc on a une densité de population de 50 000 habitants au kilomètre carré. Alors on est là, c'est un glissement qui a plusieurs milliers d'années. De nouveau, la ville se construit petit à petit, sans prendre en compte ces contraintes. Ce qui est intéressant, c'est qu'à Bujumbura, je vous montrais que c'est plutôt les populations nantis qui vont s'installer sur les pentes instables. Ici, à Bukavu, c'est le contraire. Donc là, on se retrouve dans des conditions pratiquement de bidonville, où les gens, finalement, se rendent compte qu'il y a des problèmes, mais c'est la seule solution qu'ils ont éventuellement pour éviter de rester dans les campagnes dans lesquelles ils sont menacés. Voilà les observations qu'on observe. Donc, on n'est pas ici dans un glissement catastrophique. On n'est pas dans une zone où il y a des déplacements qui vont se faire sur quelques minutes et menacer des gens directement. On a des déplacements qui ont quelques centimètres, quelques décimètres par an. Et voilà les conséquences. La route principale du quartier, voilà la manière avec laquelle elle est affectée, voilà les maisons, voilà l'ensemble des fractures. Alors, au quotidien, ça pose un problème. Ça pose un problème pour tout l'assainissement du quartier, pour tout le système d'égouttage et ainsi de suite. Mais en même temps, un des autres problèmes qu'on a, le glissement bouge. Il a plusieurs milliers d'années. Mais de quelle manière bouge-t-il? On peut très bien avoir un élastique, on tire dessus de manière très lente et à un moment donné, ça casse. Donc imaginez-vous une réactivation de ce glissement-là. Je vous ai montré dans un des premiers slides pour un exemple en Californie, avec une réactivation d'un glissement de terrain. Imaginez qu'on a un mouvement qui se met comme ça en place dans la ville, il y a 80 000 habitants, on court à une catastrophe. Donc, on va essayer de comprendre la manière avec laquelle ce glissement de terrain-là bouge. On est sur le terrain, on fait des observations, on fait des mesures précises au GPS, mais ça ne reste que des observations ponctuelles. Et donc, on va plus loin, on va ici analyser des images satellitaires. Alors, je vous ai parlé plusieurs fois de la difficulté d'utiliser des images satellitaires dans la région, sauf à Bukavu. On a des images satellitaires de type radar, qui peuvent être utilisées à toutes conditions météo, mais elles ont besoin de structures plus ou moins permanentes sur le terrain. Et là, on a des maisons. Elles ont besoin d'un contexte topographique particulier, un versant orienté vers l'est ou vers l'ouest. Toute la ville de Bukavu est orientée soit vers l'est ou vers l'ouest. Donc on a un cas d'étude particulièrement intéressant, et avec plus de 600 images satellitaires, donc sur 4 ans. Donc c'est la première fois au niveau mondial qu'on a un glissement de terrain qui est étudié avec autant d'images satellitaires sur une période si courte. On est en mesure de comprendre les déplacements qui ont lieu sur les 4 dernières années. Alors, vous voyez les couleurs, les vitesses de déplacement. On voit qu'on a des vitesses de déplacement ici annuelles qui sont de l'ordre de quelques décimètres maximum. Donc, ça correspond à ce qu'on observe sur le terrain. Par contre, l'avantage, je ne montre pas ces graphiques-là ici, ils sont un peu trop complexes. L'avantage, c'est qu'on a des déplacements plusieurs fois par semaine. Et donc, on est en mesure de voir pour des milliers de points la manière avec laquelle le comportement du glissement a lieu au cours de l'année. On voit qu'il se déplace en fonction des précipitations. Donc là, c'est déjà intéressant. Il y a un cycle naturel.
Par contre, on voit par rapport à ce qu'on doit s'attendre pour ce type de grand glissement de terrain que la réponse est très rapide. On a une réponse qui se fait en quelques semaines. Il pleut un peu plus important, le glissement bouge un peu plus. Alors qu'on a un escarpement de 100 mètres de haut, on peut s'estimer avec des structures de glissement de terrain qui sont à 100, 200 mètres de profondeur. Et donc là, il y a déjà apparemment un rôle de l'anthropisation. Donc le fait qu'on ait une structure urbaine va favoriser l'infiltration. Donc on voit clairement qu'il y a une contrainte naturelle. La ville grandit sur ce glissement de terrain-là, mais est en train de changer le comportement du glissement de terrain. Là, on a 4 ans d'observation. On doit essayer d'avoir le plus d'observations possible pour essayer de voir comment ça va se comporter dans le futur, avec éventuellement le risque, je ne dis pas qu'il est présent, il aura peut-être lieu dans 20 ans, dans 30 ans, il n'aura peut-être jamais lieu, de la remise en mouvement rapide de l'ensemble du versant. Je vous ai déjà parlé des photographies aériennes qu'on a ici dans nos collections. C'est une photo prise dans les années 50 de la ville de Bukavu. Et vous retrouvez ici le glissement de terrain de Founou. Donc si on fait un zoom, voilà le contexte de Founou. Et vous avez aussi une photo qui a été prise plus ou moins à la même époque, la manière avec laquelle la ville est installée sur le glissement de terrain dans les années 50. Donc à noter déjà à l'époque que les gens qui ont planifié la ville ne se sont pas rendus compte des contraintes liées au glissement de terrain. Donc, je vous ai dit, ces grands glissements de terrain-là dans le paysage, ils bougent de quelques centimètres au décimètre par an. Si vous êtes dans une prairie ou dans une forêt, vous ne le voyez absolument pas. Par contre, si vous construisez dessus, vous allez commencer à noter le problème. Donc, on a plusieurs images, bien évidemment. Et voilà ici la dernière acquisition de 2018. Donc, je vous montre clairement la différence de densité de bâti et regardez la différence, la manière avec laquelle la ville a grandi sur le glissement de terrain. Alors là, ce qu'Antoine montre, il montre clairement en fait, que le glissement de terrain, déjà à cette époque-là, a des mouvements, mais que les mouvements se sont accélérés. Donc on a non seulement une réponse plus rapide du glissement de terrain par rapport au climat, mais en même temps, on a une accélération du mouvement. Donc dans l'idée de cet élastique-là, ça pose éventuellement problème. Donc ici, c'était un exemple particulier pour un glissement de terrain dans la ville de Bukavu. On en a étudié d'autres, on a fait la cartographie, et là, pour l'ensemble de la ville, 30% de la ville est construite sur des glissements de terrain. Donc il y a plus ou moins 300 000 habitants qui vivent directement sur des glissements de terrain. Sur base de nos observations, en prenant en compte l'aspect de l'anthropisation, l'aspect du rôle du climat, les âges différents des glissements de terrain, les différents processus, on est en mesure d'avoir au minimum ce genre de documents qui sont des cartes de prédiction de l'aléa de glissement de terrain. Donc, c'est-à-dire où et quand vont avoir lieu de nouveaux glissements de terrain. Vous voyez qu'il y a différents scénarios en fonction des différents types de glissements de terrain. Maintenant, on n'est pas capable de dire exactement que le glissement de terrain qu'on a en face de nous va bouger de 10 cm la prochaine année. Mais au minimum, on peut dire que la zone en face de nous est une zone qui est particulièrement problématique dans la ville. Et donc, ce type de document-là, maintenant, a été relativement bien mis en circulation auprès des autorités de la ville, notamment. Et donc, on espère que ce type de document va servir progressivement à l'aménagement de la ville. Il est clair qu'on ne va pas déménager 80 000 habitants du jour au lendemain. Par contre, un investissement sur une nouvelle route pourrait très bien se faire dans une zone qui n'est pas affectés par des glissements de terrain à l'heure actuelle, et connaissant la dynamique des populations, progressivement, les gens vont s'installer le long de la route. Donc c'est une manière indirecte, éventuellement, de solutionner le problème. Alors, là, on avait un focus sur Bukavu. Je vous ai parlé de l'échelle régionale, des milliers de glissements de terrain qu'on a cartographiés. Avec ces milliers de glissements de terrain-là, on est en mesure de faire un modèle aussi de potentiel de glissement de terrain, en faisant référence au premier modèle global qu'on a pu vous montrer. Mais de nouveau, le premier modèle global, il vous montre que toute la région est problématique. Ici, grâce à ça, on a déjà des modèles qui sont nettement plus précis, qui sont 2 fois plus performants en termes de capacité de prédiction de glissement de terrain. Alors, on a ce modèle-là qui est présenté. Là, c'est un modèle de potentiel, c'est-à-dire où va-t-on avoir un glissement de terrain. Maintenant, l'idéal, ce serait de dire où et quand. Et donc, pour avoir le quand, on est obligé d'avoir une idée du comportement du climat et des précipitations, sachant que notre idée, avant tout, est de se mettre en situation récente par rapport à l'ensemble des glissements de terrain qui sont liés au phénomène climatique. Alors, on est dans une région où il y a très peu de moyens de mesure. Donc, la première chose, si on veut étudier les pluies, on doit installer des réseaux d'observation pluviométriques. Donc, on a installé depuis plus de 4 ans maintenant 20 pluviomètres dans la région, 10 dans le Kivu,
disent dans le Rwenzori des données qui sont extrêmement précieuses pour pouvoir avoir une idée de la manière avec laquelle les pluies évoluent dans la région. Mais ce sont des informations ponctuelles qui vont nous aider à valider des images satellitaires. Et donc là, avec nos partenaires de la NASA, et c'est notamment le travail d'Elise Monsieurs ici, c'est de regarder, d'analyser ces images satellitaires qui sont disponibles depuis plus de 20 ans, toutes les 3 heures. Elles sont validées avec nos pluviomètres. On a aussi une connaissance d'un inventaire dans le temps. Donc c'est un des premiers graphiques que je vous ai montré nos résultats. Et donc en combinant l'ensemble de ces résultats, potentiel de glissement de terrain, données satellitaires climatiques validées et localisation temporaire des glissements de terrain, on est maintenant en mesure d'avoir des premiers modèles qui nous montrent les zones qui vont être le plus facilement impactées par des glissements de terrain en fonction de scénarios de précipitation. Alors, ce sont vraiment les premiers développements, ce sont déjà de très bons résultats, et l'idée, ce serait dans le futur d'améliorer l'ensemble de cette chaîne de prédiction, aussi bien de localisation spatiale que temporelle. Il y a de nouveaux produits satellitaires qui viennent de sortir avec des résolutions nettement plus performantes, et donc ce serait d'aller progressivement vers ce qu'on appelle du Early Warning System. Donc ça, c'est une étape qu'on a également à l'échelle régionale. Donc, j'arrive doucement à la fin de mon exposé. Donc, comme je le soulignais au slide précédent, donc l'histoire a commencé il y a un peu plus de 5 ans. Elle continue. On continue sur l'inventaire, sur le monitoring, avec l'idée d'aller le plus loin possible dans la prédiction des glissements de terrain, de comprendre les interactions homme-nature, mais aussi de développer des outils à la gestion du territoire. Et donc, par rapport aux glissements de terrain, là, je mettais un petit nombre, on est à plus de 15 000 glissements de terrain cartographiés. Donc, ça continue. Et quand on voit les observations de terrain, on est certain qu'on a certainement au minimum 5 ou 6 fois plus de glissements de terrain en réalité. L'importance des informations, je reviens sur ce slide-là. Donc, il y a quelques années, on a plus ou moins 10 points avec des dates. On a fait un travail avec Elise de retrouver plus ou moins 200 localisations. Et puis, maintenant, rien que pour le Rwenzori, en quelques mois d'études, on a ici 150 événements qui ont été localisés et datés. Donc là, on a vraiment une amélioration significative. Et en fait, on y est parvenu en mettant en place des réseaux d'observateurs citoyens. Donc là, on travaille avec des communautés locales. Au Rwenzori, on est en train de mettre en place, notamment via le programme de l'accord-cadre, des réseaux similaires dans le sud-ouest de l'Ouganda. Mais également, ma collègue Caroline Michelier est en train aussi de mettre un réseau similaire d'observation avec la protection civile du Nord et du Sud Kivu, justement pour former des responsables dans leur communauté pour aller simplement, ils vont sur l'événement, prendre une photo, localiser un point et c'est envoyé directement par application dans des bases de données. Donc eux, ça leur permet d'améliorer leur connaissance, leur base de données. Ils vont dans les communautés, donc c'est un moyen aussi de sensibiliser les populations locales. Et en même temps, pour nous, on passe de 10 informations à 200 et puis progressivement peut-être des milliers d'observations d'ici quelques années. Je vous ai parlé de glissement de terrain, mais ce type de réseau d'observation n'est pas lié seulement au glissement de terrain, c'est sur l'ensemble des aléas naturels de manière générale, glissement de terrain, tempête, grêle, inondations, mais également tout ce qui est éventuellement maladie qui affecte les rendements agricoles. Alors, je vous ai parlé de glissement de terrain et de processus. En fait, quand on étudie les risques naturels, on doit étudier les processus, c'est-à-dire l'aléa, et donc garder à l'esprit que c'est vraiment le début de la chaîne d'analyse des problématiques liées à ces aléas naturels, qu'à l'aval de ça, il y a toutes les questions qui sont liées à la vulnérabilité, à l'exposition, donc vraiment à la population et donc aux notions de risque. Et donc ce sont des recherches qu'on mène aussi dans notre équipe. Donc moi je travaille plus ou moins à l'amont et puis notamment ma collègue Caroline Michelier travaille sur ces aspects qui lient aléas aux populations. On travaille en partenariat. Tout le monde ici est conscient qu'on a différentes sources de financement de projets et ainsi de suite, des universités belges et des universités partenaires également en Afrique. Et avec ça, je m'arrête et je vous remercie pour votre attention. Donc si vous avez une question ou l'autre, n'hésitez pas. Oui, Yann ? Oui, Olivier. D'abord et surtout, je voudrais vous féliciter. Pardon ? Ah, merci.
Oui, Olivier, je voudrais d'abord vous féliciter pour l'élan de recherche que vous avez mis dans la section en géologie. Dans le temps, la recherche sur les glissements de terrain et les ravinements n'était pas à cette échelle. Maintenant, vous avez nettement augmenté. Et pour ça, mes félicitations. Merci. J'ai une petite question. Bon, on peut discuter sur beaucoup de choses, hein, mais j'ai une petite question qui est un peu dans l'actualité du changement climatique actuel. Donc, je suis un peu étonné de voir que même dans la région du Rift, les glissements de terrain sont vraisemblablement surtout occasionnés par des variations dans les précipitations. Mm-hmm. Alors, quelle sera l'influence du changement climatique? Est-ce qu'on a déjà une idée sur les changements des précipitations qui auront lieu dans votre région? Et si oui, quel serait l'effet sur la propagation et la distribution des glissements de terrain? Avez-vous une idée déjà de ça? Pour la réponse par rapport aux connaissances du climat actuel, donc le climat là-bas reste peu connu. On a peu d'observations. Les seules observations sur le long terme qu'on a montrent par rapport aux précipitations moyennes annuelles sur les 50 dernières années qu'il n'y a pas de changement détectable. Les scénarios sur le long terme dans la région montrent qu'il devrait y avoir une intensification des phénomènes extrêmes de précipitation. Mais là, ce sont des scénarios pour les 20, 30, 40 ou 50 prochaines années. Maintenant, la première chose, et c'est déjà montré au niveau global, c'est que clairement, la problématique principale des glissements de terrain, c'est lié à l'anthropisation et à l'affectation du sol en tant que tel. Donc ça, c'est vraiment le premier élément à prendre en compte. Après, il y a très peu d'études qui ont été faites jusqu'à présent sur l'impact du changement climatique sur les glissements de terrain. S'il y a des modèles globaux, mais les modèles globaux ne nous disent pas beaucoup de choses. Et là, ça montre qu'en gros, on ne doit pas s'attendre vraiment à un impact par rapport au changement du climat. Tout simplement, si demain on a un climat avec des extrêmes beaucoup plus importantes, on voit qu'on a des cellules orageuses, notamment qui sont localisées, elles vont avoir lieu peut-être de manière un peu plus fréquente, mais une fois qu'elles ont lieu à un endroit, le sol a été érodé. Et donc pour reconstituer simplement le sol, ou les colluvions, enfin tous les débris, ça peut prendre des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Et donc l'événement a lieu éventuellement une fois et ne se produira plus par après. Et ces événements-là sont extrêmement localisés. Donc l'impact sur le long terme, il est discutable. Donc voilà. Merci beaucoup, Olivier. Puisqu'on parlait du climat, c'est tout à fait périphérique, mais c'est parce que vous enregistrez la pluviosité dans les zones qui vous intéressent. Du côté de Kassongo, où j'étais cet été, les gens se plaignaient du fait qu'il n'y avait plus la deuxième saison des pluies et qu'ils n'avaient en fait la possibilité que de faire qu'une récolte par an ces temps-ci. Donc possible. Le changement, apparemment, il est bien sensible pour les cultivateurs. On nous le dit fréquemment. Donc, de votre côté aussi. Non, on nous dit fréquemment que le climat n'est plus le même. Par contre, voilà, les seules observations sur le long terme ne montrent pas. C'est un indicateur précipitation moyenne annuelle. Donc, il peut très bien pleuvoir beaucoup plus 3 mois par an et avoir une saison sèche beaucoup plus longue. Donc ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qui s'observe, et ça s'est observé notamment pour le Kilimandjaro, c'est le climat régional a changé en effet, mais c'est lié au changement de la couverture végétale. Donc, vu que nous, on est quand même dans des zones qui ont fortement changé par rapport à l'urbanisation, si on nous dit que dans la ville de Bukavu, le climat semble avoir changé, on a une ville qui a vu sa population qui a été multipliée par 10 sur les 40 dernières années. Donc, c'est à prendre un peu avec précaution. Mais il est possible. Mais pour le moment, il n'y a pas de données par rapport à ce sujet-là. Maintenant, il faut avoir en tête aussi les variations naturelles sur le moyen terme du climat. Donc, on est encore ici dans une région, du moins pour la partie de cette
cette branche-là du rift, qui est influencée notamment par tout ce qu'on appelle oscillation australe, et donc le phénomène El Niño de l'oscillation australe dans le Pacifique. Donc on a aussi des variations, de variabilité qui peuvent avoir plus ou moins lieu sur quelques années. Et c'est encore relativement peu exploré, mais si c'est le même, on va dire, processus que dans le Pacifique ou dans l'Atlantique, il y a aussi des oscillations qui se font parfois sur 20 ou 30 ans. Donc peut-être que par hasard, on est aussi dans un système local d'oscillation où ça fait 10 ans ou 15 ans qui a perturbé le changement des précipitations. Mais oui, il y a peu d'informations. Merci. C'est surtout pour vous remercier aussi pour avoir fait le lien avec les vitrines. Donc d'avoir des informations en plus quand on est devant la vitrine, qu'il y a toute cette recherche, qui est aussi dans l'intérêt de la population sur place, etc., qui se cache derrière ces deux... non, c'est vrai. Il faut le savoir, et aussi quand on fait des visites ou quoi, qu'on puisse attirer l'attention sur tout cela. Donc ça, je trouve vraiment... très réussi, merci. Ok, merci. Oui, peut-être qu'il y avait dans le fond, Damien. Merci beaucoup pour cette présentation très, très didactique, très pédagogique. J'ai beaucoup apprécié. Mais vous avez finalement, ou bien j'ai pas bien entendu, mais vous avez peu finalement parlé de la composition du sol, de la structure, la biologie du sol dans les phénomènes de glissement. Est-ce qu'un sol sableux, etc., aura plus d'impact sur le glissement que un sol argileux? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Donc oui, on n'a pas vraiment abordé le sujet des sols. De manière générale, des sols sableux, il n'y en a pas beaucoup dans la région. Si on devait avoir des sols sableux, plus ou moins dans la région comme dans la région de Kinshasa, on aurait plutôt une infiltration beaucoup plus importante. Donc on aurait automatiquement une infiltration très rapide, donc pas vraiment de glissement de terrain, mais plutôt des problèmes d'érosion. Ici, on n'a pas vraiment ce cas de figure-là. Mais ce qu'on peut souligner, c'est dans la région de Bukavu notamment, il y a du glissement dit commun, donc le glissement qui sert à l'annonce ici du Museum Talks. Là, on est dans des sols qui sont fortement altérés, mais dans lesquels il y a des dépôts argileux. Et donc, on peut imaginer que de manière régionale, cette présence d'argile va favoriser les glissements de terrain. Maintenant, de nouveau, c'est un élément très important et il y a très peu d'informations sur les sols au niveau régional. Et donc, notamment, il y a une collaboration qui a commencé avec des gens au Burundi, où là, c'est un doctorat qui se fait sur quelques glissements de terrain pour analyser la composition des sols par rapport à quelques glissements de terrain. Donc, c'est certain, les sols ont un rôle dans la présence des glissements de terrain, mais la variabilité des sols est telle que les informations dont on dispose à l'heure actuelle, ce sont des informations régionales qui vont nous dire pour l'ensemble de Bukavu, c'est le même sol. Et donc, on n'a pas d'informations sur le sol. Par contre, dans nos modèles, on va dire de prédiction régionaux, on va faire intervenir d'autres paramètres qui sont utilisés comme proxy par rapport au sol. Donc, on va par exemple utiliser la pente, les concentrations d'écoulement, le type de relief. Et donc, ça peut forcément être lié à la gravité, mais des pentes concaves vont favoriser automatiquement un développement de sols différents. Donc, c'est pris de façon parlée de manière indirecte, mais on n'a pas d'informations sur les sols. À savoir aussi que ça va avoir une influence pour les glissements de terrain superficiels, mais ça n'aura pas d'influence pour les glissements de terrain profonds. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut s'arrêter ici alors. Merci beaucoup. Merci.